prie d'accueillir en se tenant debout la délégation de Monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse, accompagné de Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de la Communication, Madame la ministre Clabry. Merci, mesdames et messieurs. Merci encore une fois, mesdames et messieurs. Merci de votre patience. Mesdames et messieurs, merci encore une fois pour votre aimable indulgence et votre patience. Nous avons des activités relatives à la marche du gouvernement. Aujourd'hui, comprenez donc que nos officiels soient pris dans ces activités. Merci en tous les cas pour votre patience. Mesdames et messieurs, déjà 4 vagues du secteur de l'information édifiées sur les rudiments du métier. 3 années d'échange et de partage de connaissances et de spécialisation des acteurs. Autant d'années que l'autorité nationale de la presse pose des pierres, aussi soit-elle, à l'édifice du professionnalisme de la presse. Donc les défis du journalisme. Sur cette lancée, nous en sommes à la 4e promotion issue de la masterclass de spécialité grand genre et pour cette édition, l'ajout de la spécialité en journalisme politique que conduit l'autorité nationale de la presse sous la direction bien sûr de son président M. Samba Koné. Mesdames et messieurs, la délivrance de parchemin de fin de formation en ce qui concerne cette promotion dénommée promotion Claude Saï Soumaoro nous réunit ce jour. Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de la Transition numérique, Monsieur l'ambassadeur Claude Maoro, parrain de la 4e promotion de la masterclass de spécialité, Monsieur le président de l'autorité nationale de la presse, Madame la présidente du CNDH, du Conseil national des droits de l'homme, Madame la directrice générale de l'AIP, Monsieur le général de l'AIP. Je n'oublierai pas, mesdames et messieurs, les invités spéciaux que sont Madame la ministre Danielle Boni-Clabry, qui ne cesse de accompagner l'ANP dans ses activités. Merci de votre présence. Monsieur Raphaël Lapé, président de l'autorité nationale de la presse. Madame Amwakon Sidonie Armel, ex-secrétaire général de l'autorité nationale de la presse. Merci pour le service rendu. Mesdames et messieurs les formateurs,
Mesdames et messieurs les directeurs, chers auditeurs, mesdames et messieurs les journalistes, en vos rangs, grades et qualités, tout engageant que l'ordre de préséance sera mieux dit que moi tout à l'heure, je voudrais vous dire bonjour. Je vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie solennelle de remise mais aux auditeurs de la 4e promotion de la masterclass de spécialité dénommée promotion Claude Sailly Soumaoro, en 2 parties. La première partie, mesdames et messieurs, consistera en un panel. Ce panel a pour thème ouverture des élections en toute indépendance entre pression politique, contraintes économiques, exigences déontologiques et responsabilité sociale. La deuxième partie sera consacrée au cérémonial, pour ainsi dire, de remise de parchemin. Pour l'heure, mesdames et messieurs, il me soit permis d'inviter Monsieur le Président de l'autorité qui est à l'initiative de ce projet, de ce centre Koné, qui sera mieux que moi vous souhaiter la bienvenue. Merci encore de votre présence. Merci. Madame le ministre Daniel Gouni-Claverie, c'est toujours un bonheur et un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci pour la fidélité que vous témoignez à l'ANP. Nous en sommes infiniment reconnaissants. Monsieur Mbassou Ouattara, conseiller technique représentant le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Madame la présidente Naminazata Sangaré, du Conseil national des droits de l'homme, Madame la vice-présidente, Madame Koyo, Madame la présidente de la KIDP, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Claude Sailly Soumaoro, notre parrain, merci d'être là. Monsieur le président de la l'ADERI, Monsieur Raphaël Lacquet, Monsieur Vincent Toby, président fondateur de l'ONG aux Nouvelles. Vous excusez le protocole, il est assez mélangé, mais je viens juste de recevoir la liste de personnalités qui ont bien voulu partager cette matinée avec nous. Alors, toutes mes excuses. Je vois le docteur Damoussa, notre formateur, notre assistant, notre conseiller, notre frère de tous les jours. Monsieur Matar Sall, expert en droit des médias qui nous vient du Sénégal. Je vais en oublier, mais vous devez m'en excuser. Madame la secrétaire générale de l'ANP, Madame Afissata Berté, Madame Amokon Sidonie, ex-secrétaire général de l'ANP, aujourd'hui fonctionnaire aux Nations Unies. Monsieur Kamara Bangali, représentant le directeur général de l'ASD, directeur de la radio de la paix, notre partenaire de tous les jours. Monsieur Abdoulaye Sangaré, Madame Danyogo Nyere Laetitia, représentant le président de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, notre partenaire en matière de formation. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades de qualité, acceptez le bonjour de l'ANP. C'est au nom des membres du conseil, que j'ai même pas nommé alors qu'ils sont dans la salle, les membres du conseil de l'ANP. Je vois aussi le président du Sénat, des journalistes. C'est donc au nom des membres du conseil et au nom de l'ensemble du personnel de l'Autorité nationale de la presse que je tiens à vous exprimer très sincèrement notre gratitude parmi nous ce matin. Nous sommes ici réunis afin de procéder à la remise de parchemins aux auditeurs qui, pour certains, durant 3, pour d'autres, durant 6 semaines, n'ont ménagé aucun effort pour prendre part de façon effective et assidue à nos formations dédiées à la spécialisation. Outre la veille éditoriale et économique à l'Autorité nationale de la presse, notre ambition est de contribuer à notre modeste niveau à la professionnalisation du secteur. Notre aspiration est de réguler des entreprises de presse performantes, des entreprises de presse économiquement viables, des entreprises de presse qui, tirant profit et leçon des dérives
qui riment avec les réseaux sociaux répondent effectivement aux besoins et aux attentes des citoyens en matière d'information. Certes, c'est ce désir qui nous a conduit à mettre sur pied ce programme de spécialisation des journalistes dénommé ANP Masterclass, non qualifiante gratuite, dont l'objectif principal est d'outiller les journalistes pour en faire des sachants dans des domaines spécifiques. C'est ainsi qu'après l'engouement constaté par la spécialisation en grand genre journalistique, à savoir reportage, enquête et interview, nous avons initié, l'actualité aidant, la spécialisation en journalisme politique. Mesdames et messieurs, en cette période électorale à venir, présidentielle et législative, le rôle du journaliste est d'une importance capitale. C'est peu de le dire. Il reviendra aux journalistes d'user de perspicacité, de rigueur, d'honnêteté et de professionnalisme pour faire la différence entre sa production, de marquer positivement le lecteur print, le lecteur papier, de même que le lecteur en ligne. Nous n'insisterons pas outre mesure sur le rôle du journalisme, le rôle crucial du journaliste, ni sur les pressions diverses que peuvent subir les journalistes pour des passions et des tensions. Les panélistes tout à l'heure nous édifieront autour du thème couverture des élections en toute indépendance contre pression politique, contraintes économiques, exigences déontologiques et responsabilités sociales. Vous en conviendrez avec moi que c'est tout un programme. En attendant, c'est le lieu pour moi d'exprimer nos sincères remerciements à nos panélistes du jour. J'ai nommé le docteur Alfred Damboussa, dont la disponibilité nous a jamais fait défaut. Merci, Alfred. À vos côtés, nous avons Marc Tarsal, enseignant, expert en droit des médias. Si sale d'être là. Vous êtes là grâce au partenariat qui lie l'ANP à la coopération allemande, le GIZ. L'excellence de ce partenariat avec le GIZ a permis aux auditeurs de la masterclass de spécialité politique de bénéficier d'expériences des personnes de ressources venues du Bénin et du pays de la Teranga. La transition est toute pour m'adresser à nos formateurs. Chers formateurs, professeurs d'université, enseignants-chercheurs, journalisme chevronné, experts, je ne trouve pas les mots appropriés et suffisants pour vous traduire nos remerciements, notre gratitude, votre implication et votre dévouement pendant la durée de ces formations ont contribué à sa réussite. Vous avez pris de votre temps pour venir au fil des semaines partager votre science et votre savoir. Et l'évaluation faite auprès des auditeurs nous a confortés dans nos choix. Merci pour votre disponibilité, votre souci de partage. Merci pour la qualité et la pertinence de vos enseignements. Chers auditeurs de la masterclass grand genre et spécialité politique. Nous voici non pas au terme d'un processus, mais plutôt, vous m'accordez 5 minutes de communication qui vient d'arriver. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir pris de votre temps pour venir nous assister, et vu qu'il y a tout à l'heure un conseil de gouvernement, et c'est la rentrée du gouvernement aujourd'hui. Nous voici donc, chers auditeurs, non pas au terme d'un processus, dis-je, mais plutôt à l'aube d'une nouvelle étape de votre carrière. Vous qui avez accepté, malgré plusieurs années d'expérience, de vous remettre en cause, de reprendre le chemin des classes pour améliorer vos compétences. Vous donnez à cette idée de masterclass tout son sens et nous vous disons merci pour cela.
Il me plaît de vous transmettre les chaleureuses félicitations du Conseil de l'ANP pour l'esprit de discipline et la lucidité dont vous avez fait preuve durant ces longues semaines de formation. Pour avoir été outillé, vous êtes dorénavant à même de mieux apprécier le rôle qui est le vôtre dans une société comme la nôtre et surtout la responsabilité sociale qui vous incombe. La spécialisation ne se limite pas au parchemin comme tout à l'heure. Vous devez continuer à apprendre, vous tenir au fait du domaine que vous avez choisi. À l'ANP, nous sommes persuadés que l'avenir du journalisme, le journalisme en tant que métier, cet avenir se trouve dans la spécialisation. Ce spécialiste a même d'apporter de la valeur ajoutée au factuel, à l'événementiel. Le journaliste spécialisé sait de quoi il parle dans le domaine qui est le sien. Il est capable de traiter, analyser les faits avec rigueur et de produire en conséquence une information de qualité, fiable et contextualisée. La spécialisation permet au journaliste de rétablir et de renforcer sa crédibilité auprès de ses lecteurs et par voie de conséquence d'impacter positivement l'entreprise de presse employeur. L'ANP s'engage à ouvrir de nouvelles filières de spécialisation selon l'actualité ou à la demande des chefs d'entreprise de presse. C'est ainsi qu'au mois de novembre prochain, nous proposerons la spécialisation en journalisme sportif. Compte tenu de l'actualité, vous savez bien de quoi je veux parler. Pour l'heure, permettez que je me tourne vers le parrain, Monsieur l'ambassadeur Claude Saïs Mauro, pour lui exprimer nos remerciements. Merci d'avoir accepté de parrainer cette double promotion et surtout d'être présent à nos côtés en ce jour de rentrée du gouvernement. En n'en point douter, vos filleuls seront appréciés à sa juste valeur, cette grande marque d'attention. Monsieur le conseiller technique représentant le ministre de la Communication, à qui je voulais transmettre mes remerciements pour Monsieur le ministre, je voudrais donc m'adresser directement à Monsieur le ministre pour lui dire, nous sommes heureux de vous avoir parmi. Hier, nous en avons parlé et vous m'avez dit peut-être je serai là. Le fait de vous avoir là, alors qu'il y a un conseil tout à l'heure, nous fait grand plaisir et nous n'en sommes pas surpris parce que à chaque événement de l'ANP, vous avez toujours accordé une attention toute particulière. Nous savons apprécier à quel point vous êtes à nos côtés et saluons ces disponibilités. Je tiens à vous remercier et à m'excuser auprès des personnes que je n'ai pas pu citer tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le Président de l'Autorité nationale de la presse. Je voudrais encore verser au compte de remerciements que vous prodiguiez tout à l'heure. Un remerciement à l'endroit de Monsieur le ministre de la Communication, marque par sa présence qu'il porte à la chose de la presse, à la professionnalisation du secteur. Merci encore de nous accompagner chaque fois que vous le pouvez dans nos activités, dans les activités donc de l'Autorité nationale de la presse. Monsieur le Président, vous le disiez à l'instant, le GIZ également fait beaucoup dans le sens de cette professionnalisation des acteurs du secteur et accompagne l'ANP dans l'initiative qui nous réunit ces jours. Je voudrais à votre suite réitérer donc mes remerciements à son endroit ainsi qu'à l'endroit de la coopération allemande et particulièrement Madame Katharina Lobeck, directrice de projet fiabilité de l'information de la GIZ qui est présentement à Dakar. Merci encore pour cet investissement technique dans la promotion d'une information de qualité. Je signale que le GIZ, dans le cadre masterclass, a fait venir de Dakar le professeur Matarsal, comme Monsieur le Président le disait, expert pour nous édifier sur cette question essentielle qui constitue le thème du panel qui nous réunit ce jour. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, restons sur le sujet de l'expertise justement en matière de communication, justement pour aborder le premier virage de cette cérémonie et parler plutôt d'une experte. Une experte, elle est journaliste, écrivaine, elle a dirigé le magazine Femmes d'Afrique, rédactrice en chef, elle a été rédactrice en chef au sein du groupe Fraternité Matin. Elle est conseillère technique au ministère de la Communication.
Monsieur le ministre la connaît très bien puisque elle fait partie de ses collaborateurs. Euh, Elle est également présidente des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire. Et nouvellement, elle a été nommée, n'est-ce pas, présidente du conseil d'administration de l'agence ivoirienne de presse. Elle est très engagée dans les luttes auxquelles elle adhère. On lui reconnaît également sa force morale et son franc-parler, auteur d'ouvrages quasi didactiques tels que Tu me fous les boules, Tu me fous les boules, Vaincre le cancer, et également les affranchis du sort. Elle anime des conférences publiques, notamment sur les droits des femmes, n'est-ce pas, sur les acquis en matière de genre. Et elle est aussi une reine. Elle est une reine dans les deux sens du mot. Reine en tant que femme, mais aussi reine euh, au sens propre dans la tradition abourée, puisqu'on lui donne volontiers Sa Majesté. Je voudrais qu'on salue Sa Majesté Agnès Crédit. C'est elle qui va se charger de la modération du panel de ce jour. Elle en tient le magistère entre docteur Alfred Damoussa et également professeur Matar, Sa Majesté Agnès Crédit. Encore une fois, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Mais bien avant qu'elle intervienne, bien avant le panel, je vous le disais à l'instant, mercredi, les activités du gouvernement, n'est-ce pas, retiennent beaucoup de ces agents, de ces travailleurs, parmi lesquels le ministre de la Communication va permettez donc que le ministre puisse nous dispenser, n'est-ce pas, son cours magistral, pour ainsi dire, comme il en a l'habitude, avant, avant de regagner ses activités. Merci encore, Monsieur le ministre de la Communication, mesdames et messieurs. Monsieur le Président de l'autorité nationale qui nous convie ici ce matin, Madame le ministre, très cher devancier à la communication, que je me réjouis chaque fois à retrouver au cours des événements qui touchent le monde de la communication. Madame la Présidente du Conseil national des droits de l'homme, Madame la Présidente de la Commission d'accès à l'information d'intérêt à l'information aux documents d'intérêt public, à KIDP, Mesdames et Messieurs les représentants de mes différents collègues, Monsieur le chef de cabinet de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ambassadeur Claude Sailly, parrain de cette cérémonie, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, honorables invités, chers récipiendaires, je voudrais d'entrée de jeu m'excuser de fausser le protocole qui avait été prévu pour cette cérémonie, mais il y a que la contrainte du Conseil des ministres qui fait que je suis obligé de m'adresser à vous euh, donc avant de laisser la cérémonie se poursuivre. J'ai aperçu en levant la tête tout à l'heure Monsieur Ouedanou du Sénat que je voudrais saluer, puisque le Sénat fait partie des organes consultatifs du ministère et que nous n'hésitons pas, chaque fois que de besoin, à solliciter ces anciens qui ont travaillé donc dans le monde de la presse et de la communication. Je voudrais vous dire en tout cas le plaisir qui est le mien à me retrouver avec vous ce matin à l'occasion de ce panel, je dirais de cette double cérémonie, puisque nous avons un panel, mais également la cérémonie de clôture des masterclass de spécialité politique et de grands genres journalistiques. Je voudrais saluer
et je ne le ferai jamais assez, le président de l'ANP, le féliciter pour sa clairvoyance, mais pour toute sa contribution jusqu'à aujourd'hui au monde de la presse. Et il continue de le faire. Je voudrais féliciter avec lui tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie, ainsi que les partenaires qui ont bien voulu accompagner l'ANP dans sa mission de former les journalistes. Je ne suis point surpris de toutes les initiatives de Monsieur Kone Samba en ce qui concerne la presse. Ceux qui sont ici et qui ont de la mémoire se souviennent qu'il fait partie, avec les Moussa, de ceux qui ont jeté sur les fonds baptismaux l'OLPED, l'Observatoire des libertés de la presse, de l'éthique et la déontologie, qui a contribué à assainir le milieu de la presse au lendemain, sinon je dirais pendant ce qu'il a été convenu d'appeler les printemps de la presse, donc en Côte d'Ivoire dans les années 90, où effectivement nous essayons à la démocratie, à la liberté de la presse et d'expression. Et je peux vous dire que on n'était pas très loin de ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est le même apprentissage, mais on va arriver à y mettre de l'ordre. Je vois Madame le ministre qui sourit, elle se souvient très certainement donc des difficultés que nous avions traversées en cette période. Je veux saluer aussi la pertinence du thème qui a été choisi, à savoir ouverture des élections en toute indépendance, entre pression politique, contraintes économiques, exigences déontologiques et responsabilité sociale. C'est un thème qui est plus que d'actualité, avec notamment les élections qui se dessinent donc le 25 octobre 2025 et qui suscitent déjà beaucoup de débats, débats fort passionnants du reste. En tant que ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, je voudrais, avant donc le panel qui aura lieu et qui sera très certainement suivi de débats, inviter les journalistes à faire tout simplement preuve de professionnalisme, surtout en cette période sensible. Notre pays est un pays de liberté, liberté d'expression, liberté de penser, et cela se voit à travers la tonalité des différents quotidiens qui animent donc la presse aujourd'hui. Mais je peux le dire, cela se voit aussi à travers donc l'expression dans les réseaux sociaux, même si nous sommes d'accord que c'est un monde qu'il convient de régulariser de plus en plus. Et je l'ai rappelé hier ici, à anticiper. Et nous avons de ce fait été en avance sur beaucoup de pays, même tôt. En décembre 2022, nous modifions donc la loi sur la communication audiovisuelle qui disait que, en gros, en substance, que lorsque un utilisateur de réseaux sociaux a plus de 25 000 followers, il n'est plus dans une conversation privée. Et de ce fait, il doit se consacrer aux règles d'éthique et de déontologie de la presse. Donc, quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui avec certains utilisateurs de réseaux sociaux, mais il n'y a aucune surprise pour ceux qui connaissent la loi, parce que tout est écrit. Lorsque vous avez plus de 25 000 followers, vous n'êtes plus dans une conversation privée. Donc, vous devez faire attention à tout ce que vous écrivez, à tout ce que vous dites. C'est dans la loi. C'est seulement en 2023, je dirais un an après, que la Grande-Bretagne, dans le but de régulariser, je dirais, les réseaux sociaux, a pris aussi un texte qui allait dans ce sens-là. Donc, vous voyez, nous étions bien en avance et l'Union européenne, je pense que c'était peut-être en 2021, avait pris aussi un texte parce que le monde entier a compris la nécessité de régulariser l'utilisation des réseaux sociaux et comme le disait donc
ministre britannique de l'économie numérique, et nous ne cessons de le répéter, tout ce qui n'est pas permis dans le réel ne l'est pas dans le virtuel. Un délit dans le réel est un délit dans le virtuel. Le problème, la question, ce n'est pas le support que vous utilisez, c'est le délit en lui-même, peu importe le support que vous utilisez. J'ai fait ce petit rappel pour que nous sortions donc de l'émotion générale dans laquelle nous sommes chaque fois qu'un utilisateur de réseaux sociaux est interpellé, c'est l'application de la loi. Tous ceux qui vont enfreindre la loi vont en connaître la rigueur. Je suis désolé de le dire comme ça, mais je peux pas le dire autrement. Quant à vous, les journalistes, mais surtout chers récipiendaires, vous avez le devoir de ne publier que des informations équilibrées, impartiales, exactes, honnêtes et fiables. Vous le savez aussi bien que moi que l'information est un pilier fondamental de la démocratie et du vivre ensemble. Je devrais dire l'information vraie. Mal utilisée, elle devient une arme redoutable pour la cohésion sociale et la paix. C'est pour cela que nous parlons de responsabilité, parce que la liberté de penser, la liberté d'expression s'accompagne aussi de la notion de responsabilité. Ce sont deux notions qui sont consubstantielles en ce qui concerne la presse. Je suis fort conscient que c'est un travail complexe, avec des défis à relever, des pièges à éviter, mais en cela, le thème que vous aurez à débattre tout à l'heure va vous permettre donc d'en prendre pleine conscience, puisqu'il évoque toutes ces contraintes, qu'elles soient sociales, économiques, politiques, qui peuvent se présenter à vous et qui peuvent être des biais donc dans l'exercice de votre profession, mais biais auxquels vous devez pouvoir résister pour être de véritables professionnels. C'est l'occasion pour moi de saluer tous les partenaires, notamment l'Union européenne qui nous a déjà accompagnés, je me souviens, dans la réalisation d'une étude pour rendre notre presse viable, mais également donc de la coopération allemande qui nous accompagne, tout comme l'Union européenne d'ailleurs, dans la vaste campagne de sensibilisation que nous avons entreprise il y a 3 ans maintenant sous le hashtag en ligne, tous responsables. Donc vous voyez que là aussi, nous avions anticipé, parce que depuis 3 ans, nous essayons de sensibiliser les utilisateurs donc des médias sociaux sur la nécessité d'une utilisation responsable de ce puissant moyen de communication. Mesdames et messieurs, je voudrais en tout cas d'avance féliciter les intervenants donc de ce panel. J'espère en tout cas que leurs interventions vont susciter des réactions intéressantes, des échanges fructueux qui doivent conduire à une bonne pratique journalistique pour une presse ivoirienne indépendante, crédible et professionnelle. Mais je dois le dire, comme je l'ai dit hier, nous sommes déjà fiers de la presse aujourd'hui. Pour ceux qui savent d'où on vient, nous sommes fiers de la presse aujourd'hui. Nous sommes fiers de cette presse qui a pris conscience de sa responsabilité dans le maintien d'un climat de paix et de cohésion. La presse a arrêté de se cacher derrière les acteurs politiques, parce qu'en général, c'était de dire, mais nous, on ne fait que transmettre ce qu'ils disent, mais vous pouvez transmettre ce qu'ils disent avec responsabilité, et de plus en plus, c'est ce à quoi nous assistons, et je voudrais en tout cas vous féliciter pour cela. Chers récipiendaires, aujourd'hui vous recevez vos parchemins, ce moment symbolique qui marque non seulement la fin d'une formation qualifiante, mais aussi le début d'une responsabilité, celle d'appliquer, d'innover et de servir. Je vous adresse donc à tous toutes mes félicitations pour le chemin parcouru, les efforts et les sacrifices, les nuits de travail et les ont permis donc de réaliser
les différents projets. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli, mais je vous invite surtout à aller plus loin. Soyez des citoyens engagés, des professionnels intègres, des journalistes responsables. Que vos actions soient guidées par les valeurs de discipline, d'intégrité, de rigueur et de service. Je tiens également à remercier chacun des formateurs, l'équipe de coordination des masterclass, tous les partenaires techniques dont j'ai salué deux essentiellement, l'Union européenne et donc la GIZ. Sans votre soutien, ce jour serait peut-être moins riche, donc en sens et en contenu. Mesdames et messieurs, c'est sur ces quelques mots que je voudrais vous remercier pour votre attention et souhaiter à toutes et à tous succès, épanouissement et fructueuse contribution au cours des échanges qui auront lieu tout à l'heure. Et je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Je suis désolé de partir aussitôt. Voilà, je vous remercie. Merci encore une fois, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, toute modestie but, je voudrais dire que je me trompe rarement sur les personnes. Je ne me trompais pas donc quand je vous parlais de cours magistral en miniature de Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Merci encore une fois de votre présence constante aux activités, à toutes les activités donc de l'autorité nationale de la presse. Monsieur le ministre, donc, il va se retirer, appeler aux exigences de la tâche, du portefeuille. Il est astreint. Merci encore, Monsieur le ministre, pour votre présence et bonne continuation pour la journée d'aujourd'hui, en tout cas. Mesdames et messieurs, après ce brillant passage de Monsieur le ministre de la Communication, je retiens le thème responsabilité sociale dont Monsieur le ministre parlait à l'instant. Il a prononcé ce nom, si je ne me trompe pas, près de 4 ou 5 fois. Responsabilité, c'est de cela qu'il s'agit justement dans le thème qui constitue le panel de ce jour, couverture des élections en toute indépendance, entre pression politique, contraintes économiques, exigences déontologiques et responsabilité sociale. Ce panel sera tenu de main de maître par Madame Agnès Crédit, je vous l'ai présenté à l'instant, Sa Majesté Agnès Crédit, qui se tiendra entre Dr Alfred Blanmoussa et Monsieur Matar Sall sur ce thème. Je vais donc laisser, n'est-ce pas, le micro à Madame Agnès Crédit qui va se charger de présenter plus en détail les intervenants pour ce panel. Merci encore une fois de votre présence. Madame Sa Majesté. Il faut peut-être ce micro. Celui-ci. Oui, sur ça, il faut peut-être préparer l'autre pour les deux. C'est bon? Très bien. Je vais commencer par saluer donc les personnalités dans la salle avant que le président de l'AFP ne revienne. Je vais saluer la ministre Monique Laborie, chère aînée. Toujours un bonheur de vous voir. Vous nous rassurez qu'il est toujours possible de rester jeune malgré le temps qui passe. Merci beaucoup. C'est tout ce que vous lui donnez comme applaudissement? Il y a une pensée populaire qui dit simplement, faut respecter ceux qui ont vécu. Voilà, je pense que c'est ça, tout simplement ça. Madame la ministre, Madame la présidente de la KIDP, c'était un berceau représentant maintenant Monsieur le ministre de la Communication. J'ai vu partir Madame la présidente du CNDH. Je salue son Excellence Monsieur Soumaoro Saï qui va revenir tout à l'heure. Et saluer à beaucoup de bonheur grand frère Raphaël Lapé, du journalisme au riz, ce métier mène à tout. Merci Monsieur le PCA de l'ADERI. Merci beaucoup.
et saluer en même temps aussi un ancien des nôtres qui est avec nous, Franck Anderson Kwasi. Merci d'être là. Je veux saluer Monsieur Vincent Tobi, président fondateur de l'ONG Aube Nouvelle, qui a été déjà salué donc tantôt. Docteur Alfred Damoussa, Monsieur Matar Sall, Madame Afiza Berté, elle a cédé sa place, elle peut peut-être revenir par devant. Madame la secrétaire générale de l'ANP, ma chère Sidonie Amouakon, ancienne secrétaire générale de l'ANP, qui vit maintenant en République centrafricaine, c'est bien cela, fonctionnaire international, qui trouve fabuleux et exceptionnel, elle nous y invite. Je salue Mara Bangali, représentant du directeur général de la XDM, Monsieur Diop Mustafa, journaliste, euh, et Madame Daniel, du président de l'Université Alassane Ouattara, salut le représentant du Monsieur le ministre de la Transition numérique, qui est aussi donc là parmi nous. Comment est-ce qu'on attend que le parrain et le président reviennent pour... vous me dites quoi? Nous sommes en démocratie, on peut le faire sans eux ou on peut le faire sans eux, on peut continuer. Très bien. Je suis heureux d'être en face de vous. En fait, je l'ai été donc depuis longtemps. Nous nous sommes regardés, je vous ai vu. Ça m'a permis de déstresser, donc, et c'est bon, donc je me sens très bien. Merci. Couverture des élections en toute indépendance. En pression politique, crainte économique, exigences déontologiques et responsabilité sociale. La question donc ce thème, la sonorisation a des problèmes, hein? Je sais pas quel est le souci. Mon cher Alain, qu'est-ce qu'on fait? Merci. En espérant que ce sera plus stable, donc. Merci beaucoup. Couverture des élections en toute indépendance, en pression politique, contraintes économiques, exigences déontologiques et responsabilité sociale. La question à multiples contours qui sous-tend donc le thème de ce panel peut être ainsi formulée longuement, je vous le concéderai. Comment l'indépendance, c'est-à-dire l'état de celui ou de ce qui n'est pas soumis à la dépendance, à une autorité, à une contrainte, comment l'indépendance, donc disais-je, comme liberté de penser et d'agir pour une personne, indépendance comme fondement de la liberté de la presse, colonne vertébrale du journalisme, peut-elle s'acoquiner, s'allier, avoir des attaches avec des pressions politiques, des contraintes économiques tout en gardant son allégeance aux exigences déontologiques et ne perdant pas de vue la responsabilité sociale d'un métier, d'une profession, surtout en période électorale. Un peu de philosophie ne fait pas de mal, je le concède. Nous sommes toutes et tous d'accord que l'indépendance que convoque l'ANP à travers ce panel est une condition nécessaire à la liberté de la presse. Question encore donc. Comment les journalistes, dans le cas précis de la Côte d'Ivoire, actualité oblige, peuvent-ils assurer une couverture des élections en toute indépendance, malgré les incontournables et inévitables pressions politiques, les contraintes économiques, tout en se sachant redevables aux exigences éthiques auto-étiquetées et à la responsabilité sociale? Pour nourrir la réflexion qu'exige cette multitude de questionnements, deux personnalités du monde des médias bien profilées, incarnation d'une double légitimité qui fondent donc leur présence face à vous. Issus du pays de l'hospitalité que je suis, pays sachant recevoir celui qui vient de loin, surtout à notre invitation, je vous prie de saluer ce frère venu du pays de la Teranga. Je vous prie de saluer ce frère venu du pays de la Teranga. Vous savez recevoir, je n'en doutais point. Matar Sall, enseignant expert en droit des médias, de la régulation et du numérique. Depuis 2018, il est le directeur de cabinet du président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, du Sénégal, cumulativement à ses fonctions de directeur des affaires juridiques de cette institution. Il a été membre du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, CORED, organe d'autorégulation de 2009 à 2019. Depuis 2008, il prend part à toutes les concertations et réformes relatives à la presse et à la régulation.
Il est coordonnateur adjoint du comité de juristes experts en régulation des médias et en technologie de l'information et de la communication de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée. Il nous faut préciser qu'il est expert en droit électoral et participe depuis 2016 à toutes les concertations et rencontres sur le processus électoral ou sur la réforme du code électoral. Il est expert en gouvernance et depuis août 2025, il est le coordonnateur général du Forum civil de la section sénégalaise de Transparency International. Ça, c'est sa biographie résumée. Je vous le précise. Docteur Alfred Damoussa, que nous saluons. Vous le connaissez plus que bien, alors pas besoin de le présenter. Juste rappeler ce qu'il dit de son parcours si richement inspirant. Voici ce qu'il nomme lui-même l'essentiel de mon CV. Journaliste de formation, il a occupé les responsabilités suivantes. Correspondant du quotidien Fraternité Matin en France, secrétaire général adjoint de la rédaction de Fraternité Matin, rédacteur en chef de Fraternité Matin, directeur des rédactions du groupe Fraternité Matin, président de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie dont il est membre fondateur, président international de l'Union de la presse francophone, directeur général de l'Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique ISTC. Il a occupé, dit-il donc, il a occupé. Mais aujourd'hui, il occupe la place bien méritée de l'expert nourri à la mamelle d'un professionnalisme sans compromission qu'il installe sur la hauteur de notre secteur ici et ailleurs. Lui et Sall se connaissent bien, puisque en 2024, alors que Dr Alfred Damoussa était directeur de l'ISTC, directeur général, Sall a été formateur de Bloomberg Media Initiative Africa en politique publique et réglementation au Sénégal, au CESTI Sénégal, et en Côte d'Ivoire à l'ISTC dans le cadre d'un programme donc financé sur le journalisme financier. Deux hommes donc assis sur des certitudes avec des expériences bien établies, disais-je, la régulation ayant l'équité comme valeur fondatrice. Le président de l'ANP ne pouvait que solliciter une femme pour la modération de ce panel. Une modération royale, donc pour un panel de haut niveau. Merci, cher grand frère Samba Koné. Vous savez que je n'hésiterai pas à parler de ça. Ça, tu me connais pour ça, c'est le plaisir des mots. Messieurs, la dame que je suis vous laisse la parole. Chacun de vous a 15 minutes pour développer le thème qui est soumis à votre analyse. Nous vous écoutons. Je vais laisser celui qui reçoit parler en premier ou celui qui arrive parler en second, comme vous voulez. Ça dépend de moi. Je laisse donc celui qui reçoit parler en premier. Docteur Alfred Damoussa, vous avez la parole. 15 minutes donc pour nous parler, je rappelle du thème, pour nous parler de la couverture des élections en toute indépendance, en éthique, contrainte économique, exigences déontologiques et responsabilité sociale. Vous avez 15 minutes. Chrono. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Alors, je voudrais saluer toutes les autorités ici présentes, saluer nos amis qui sont arrivés de Dakar, sont arrivés du Sénégal. Et depuis que j'ai eu l'invitation d'animer ce panel avec notre confrère du Sénégal, il y a 3 airs qui me sont venus à l'esprit et que je n'ai cessé de fredonner. Je ne suis pas grand chanteur, je ne le serai jamais, mais c'est les airs qui me sont venus à l'esprit. Alors, et certains, quand je vais commencer, vont donc continuer. C'est devant Dieu, devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Ils se sont unis dans un long baiser. Alors, ça, c'est G.G. Viquet, Benoît Gustave Viquet. Alors ici, le mariage, c'est bien de ça qu'il s'agit. Marié, c'est la Côte d'Ivoire. Marié, c'est le processus électoral 2025 sous l'angle de la présidentielle. D'un côté, le pays, de l'autre côté, le processus électoral 2025. Voilà les deux mariés. Alors, là où il y a mariage, il y a la joie. Là où il y a mariage, il y a les autorités que vous êtes. Et c'est pour ça que vous avez accouru ce matin nombreux pour venir ici.
Alors, c'est la fête au village. Et ça, c'est le deuxième air qui m'est venu. Fais-toi plus belle, chérie, fais-toi plus belle. Allons danser, c'est la du village. Fais-toi plus belle, chérie, allons danser, c'est la fête du village. Oui, ce mariage, ce processus électoral, c'est une fête. Voyons ça comme une fête. C'est un grand rendez-vous. En venant ce matin, je me suis arrêté dans un complexe pour prendre un petit café. Et j'ai vu que dans le hall de cet hôtel, il y a du monde. Du monde. C'est pas des Ivoiriens qui ont voulu vivre à l'hôtel. C'est des gens qui sont venus de très très loin, qui sont venus d'Europe, qui sont venus d'Amérique, qui sont là. D'autres certainement à la faveur des élections. Mais j'ai rencontré aussi parmi ce public-là des journalistes qui, depuis que les candidats sont retenus, depuis que la campagne est annoncée comme devant démarrer le 10 novembre, 10 octobre prochain, eux ont commencé à amasser des informations. Et ils sont là. Et puis je me suis dit, j'espère qu'ils vont nous servir plus que nos Ivoiriens, nos journalistes ivoiriens auront à nous servir nous-mêmes. Et que nos journalistes ne seront pas là pour reprendre ce que eux, loin, auront donné à entendre, auront donné à voir. Et le troisième air qui m'est venu à l'esprit, là, j'ai pas su le chanter, mais j'ai écrit les mots. C'est toujours du même G.G. Viquet. Comme quoi il m'a inspiré depuis donc. Et je vois Lucien Ouedanou qui est en train de hausser de la tête. Alors, le titre, c'est Voter Viquet. Et G.G. Viquet dit dans cette chanson, citoyen, citoyenne. C'est G.G. Viquet qui vous cause. C'est le moment des élections. C'est la course à la présidence. Votez pour moi massivement. Vous verrez ce que vous verrez. Je changerai notre pays d'un coup de baguette magique. Je jetterai de jolis ponts sur toutes nos rivières. Tout le monde travaillera. Votez pour moi. Votez pour moi. Votez Viquet. Et il a continué. Il dit notre pays est affaibli par nos luttes intestines. Elles nous ruinent. Il vaut mieux que l'on s'entende. Groupez-vous tous autour de moi. Pas de moi, Alfred Moussa, c'est G.G. Viquet que je cite. Groupez-vous tous autour de moi. Laissez Viquet vous guider. Viquet ne se trompe jamais. Quand c'est la fête au village, chacun vient prendre la parole et chacun vient s'adresser au public qui est là. Donc, G.G. Viquet fait partie des personnes qui s'adressent donc au public du village. L'ANP a dit, moi, je ne resterai pas en marge. C'est la fête au village, moi aussi, je vais prendre ma part à la fête, en nous confiant au masterclass dont c'est la clôture aujourd'hui. Alors, on parle de couverture des élections sans quoi? Couverture des élections. Couverture des élections en toute indépendance. Ok, on s'arrête à ça. Couverture des élections en toute indépendance. D'abord, de couverture, c'est le territoire national. C'est pas la couverture des élections à Abidjan, comme si on se limitait au séminaire, si on se limitait au colloque dans les amphithéâtres à Abidjan. C'est la couverture des élections sur toute l'étendue du territoire national. Quand je vais faire la couverture des élections à Man, quand je vais faire la couverture des élections à Oudjene, quand je vais faire la couverture des élections à Bondoukou, quand je vais faire la couverture des élections ici, à Abidjan, c'est qui va me mettre la pression? C'est Alassane Ouattara? Qui me met la pression? C'est Wadon Melo? Qui me met la pression? Qui me met la pression?
C'est Jean-Louis Billon qui me met la pression. Simone et Yves Gbagbo qui me met la pression. Qui me met la pression? C'est Arlette Lagou, Henriette Lagou. C'est ça qui me met la pression. C'est eux qui ont droit au chapitre. Donc, je pense que nous, journalistes, c'est des mots qui nous viennent souvent à l'esprit. Oui, à la pression, etc., etc. Mais quelquefois, on se réfugie derrière ça quand on n'a pas envie d'assumer nos responsabilités. Nous avons appris des métiers. Nous avons appris un métier qui consiste à dire oui, voilà comment on aborde une information, comment on écrit un article, etc. C'est qui la pression? La pression n'est que celle du respect de l'éthique et de la déontologie, ça s'arrête là. Il n'y a pas de pression qui puisse venir de quelque part. On cherche des prétextes pour ne pas bien faire notre travail. Moi, mon expérience me permet de faire cette affirmation. Et en le disant, je regarde par signe de respect Madame Danielle Boni-Claverie, avec laquelle nous avons mis en place l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie. C'est souvent que le journaliste dit il y a trop de pression. En vérité, il n'y a pas de pression. Ensuite, on dit la dimension économique. Mais les élections, c'est depuis il y a 5 ans qu'on sait que en 2025, il va y avoir des élections. Donc, on s'y prépare. Où est-ce que la difficulté va venir du point de vue économique? Il y a 5 ans, je sais que dans 5 ans, il va y avoir des élections. Je suis une rédaction, je dois m'y préparer. Et je sais que c'est une couverture nationale que je dois assurer. Je prends mes dispositions. Je suis une rédaction organisée. Donc là aussi, je me permets de mettre une réserve par rapport à cette approche-là. Et puis, quoi d'autre? Pression sociale, etc. Ce que le public attend, c'est qu'on puisse lui servir de l'information vérifiée. Et c'est ce qui fait le journaliste. C'est pas de l'invention des faits, c'est de vérifier l'information. Le vrai enjeu, c'est une forte proportion de fake news. En l'espace d'un mois, on nous a dit l'aéroport sera fermé. En l'espace d'un mois, on a dit Soro Guillaume est à Abidjan. En l'espace d'un mois, on a imaginé toutes sortes de choses. Et c'est ça qui est le vrai enjeu de ces élections. Et chaque rédaction doit se donner les moyens de goûter dehors ce qui va nous amener à servir autre chose que de l'information. L'information, ça sous-entend ce qui est vérifié, ce qui existe, ce qui est réel. Et c'est ça. Et ça, c'est notre responsabilité à nous, journalistes, qu'on veut confondre. Parce que si nous n'arrivons pas à vérifier qu'on sait n'importe quoi, on sera monsieur tout le monde. Or, nous, on est payé pour vérifier l'information avant de la servir au public. Donc voilà, madame, je ne sais pas si j'ai épuisé mes 15 minutes, sinon je rattraperai mes 15 minutes un peu plus tard. Voilà, merci. Merci, docteur Alfred Damoussa. Vous avez épuisé que 10 minutes de vos 15 minutes. Je crois que vous pouvez me continuer à chanter encore. En fait, au moins nous sommes rassurés et il a trouvé sa conversion. Je suis si demain vous voyez affiche Damoussa, vous invitez à un concert. En tout cas, c'est très bien. Vous avez une très belle voix, monsieur le directeur. Oui, merci beaucoup. Alors, nous notons donc que pour le docteur Alfred Damoussa, le journaliste ou le journalisme comme la musique devrait adoucir le mœurs parce que principe permet de rassurer, de bâtir une société donc qui s'engage dans la célébration de la cohésion parce que l'information permet de prendre donc les bonnes décisions et la bonne information justement permet de huiler donc la communauté. C'est de l'oxygène qui permet à une société de bien respirer et justement la bonne information ne devrait pas donc être facteur de crise, facteur donc de division ou de dissension. Il compare donc, on l'a entendu, donc le processus électoral d'un pays
à un mariage. Le pays étant un conjoint, le processus étant l'autre conjoint. Et comme en général, on parle de pays comme nation, allons sur la base de la nation étant donc la femme, le processus électoral, le processus passager, qui est donc l'homme, qui sait donc souvent disparaître au bout de 5 ans. Et un mariage, ça donne donc la fête au village. Mais un village élargi au territoire national. Ne donc pas s'arrêter à Abidjan. Et un journaliste, donc, dans un tel moment, doit pouvoir donc assurer une présence sur tout le territoire national et faire donc le travail de manière professionnelle sans exclure une seule partie donc de la communauté nationale. Ce qui pourrait mettre la pression sur le journalisme, peut-être. Mais pas que si nous savons que une élection se prépare tous les 5 ans, il est évident que une rédaction se prépare elle aussi, sortie donc de l'improvisation. Ça c'est bien noté. Et donc, quand on regarde bien, la seule pression que pourrait avoir donc un journaliste ou une rédaction, ce serait la pression de faire son métier de manière professionnelle. C'est bien cela. En respectant l'éthique et la déontologie, ce qui n'est pas une pression. Quand on est journaliste professionnel, il est évident que faire du journalisme, c'est ce qu'on sait faire le mieux. Et donc, faire en sorte que on puisse fournir du contenu qui permette de réduire à néant les réseaux sociaux qui sont les vrais enjeux quand on parle donc du période électoral. Je vais donc, après ce résumé rapidement fait, en sachant que vous avez pris vos notes, passer la parole à Martha Sall, en me disant qu'il nous livrera aussi du Ismaël Lo de Youssou N'Dour. Pouvez-vous aussi chanter si cela vous amuse. Mais en tout cas, le thème central de ce panel, je vous le rappelle, couverture des élections en toute indépendance, entre pression politique, contraintes économiques, exigences déontologiques et responsabilité sociale. Vous avez 15 minutes donc pour nous instruire sur ce que vous pouvez nous dire sur ce thème. Merci. Voilà, bonjour, mesdames et messieurs. Peut-être vous allez me permettre de saluer toutes les autorités ici présentes, tous les participants. Je connais pas toutes les autorités, mais je connais au moins le président de l'ANP et Madame la présidente de la KIDP. Euh, KIDP, c'est bien ça, n'est-ce pas? Parce qu'on était ensemble à Praia il y a quelques jours, effectivement, dans le cadre donc régional organisé par l'UNESCO. Je pense même on était dans le même hôtel là, Madame la présidente et Monsieur le président. C'est un plaisir de revenir ici à Abidjan. Moi, je dis que je ne suis pas étranger si Abidjan, parce que j'y viens régulièrement. Je pense que j'ai fait une bonne vingtaine de voyages, donc vraiment, et j'ai eu même l'occasion de traverser, d'aller jusqu'à Yamoussoukro. Donc là, ça montre que au moins je connais le pays, je connais la ville d'Abidjan, et c'est un plaisir toujours de revenir ici chez moi. Voilà, et surtout aujourd'hui, c'est un plaisir beaucoup plus important parce que on est vraiment invité à parler de choses que nous connaissons, que nous maîtrisons et avec passion. Donc vraiment, nous allons parler de cela parce que vraiment, il s'agit de la couverture médiatique des élections. Et c'est un plaisir d'avoir devant nous des journalistes qui ont donc vraiment qui ont fait quelques mois, je pense, 2 mois, n'est-ce pas, de formation dans le cadre politique. Et donc vraiment, à travers cette session, nous allons revenir un peu sur la thématique. Déjà, l'intitulé, il faut véritablement saluer la pertinence de l'intitulé. N'est-ce pas, couverture médiatique des élections. Je vais relire. Voilà. Donc, couverture médiatique des élections en toute indépendance, entre pression politique, contraintes économiques, exigences déontologiques et responsabilité sociale. Il y a 5 termes importants. On a utilisé en toute indépendance. Il y a entre pression politique, contraintes économiques, exigences déontologiques et responsabilité sociale. De ces 5, 3 renvoient directement aux journalistes. L'indépendance dans la couverture, les exigences déontologiques et la responsabilité sociale.
Les deux autres sont des éléments qui sont là et le journaliste doit faire avec, c'est-à-dire les pressions politiques et les contraintes économiques. Malgré ces éléments externes à ce journaliste, le journaliste doit faire de sorte que les trois autres éléments soient respectés, n'est-ce pas, donc dans le cadre de la couverture médiatique des élections. C'est-à-dire le journaliste doit rester indépendant dans la couverture. Le journaliste doit, en toute situation, donc vraiment se rappeler qu'il y a une éthique, il y a donc vraiment de la déontologie. Et le journaliste, particulièrement en période électorale, doit savoir que il a une grosse responsabilité. Pourquoi? Parce qu'on le sait, les médias sont au cœur du processus électoral, des préparatifs jusqu'à la proclamation des résultats. Là, ça montre que vraiment, même si on parle d'organisation des élections, c'est-à-dire que il n'y a pas un acteur plus important que les professionnels des médias. Bien que dans tout pays, il y a une structure qui organise, mais vraiment, encore une fois, les acteurs des médias jouent un rôle plus que déterminant. D'ailleurs, on ne pourrait même pas parler de démocratie s'il n'y a pas de médias libres, s'il n'y a pas de presse libre, s'il n'y a pas de presse privée, n'est-ce pas, s'il n'y a pas de pluralisme médiatique. C'est important. Ça, donc, ce qui fait que, vraiment, dans l'indépendance, l'intitulé est important. Il est dit, couverture des élections en toute indépendance. Qu'est-ce qu'il faut attendre par là? Cela suppose même, à supposer même que, par exemple, un journaliste soit partisan. Et j'ai bien aimé quand il se présentait, Moustapha, lors de ta session, il y a certains qui disent proche du pouvoir. Je pense d'autres qui disent très proche du pouvoir. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est important. C'est important. Effectivement, donc là, un journaliste peut, ou bien donc vraiment une rédaction peut avoir une ligne éditoriale, mais dans la couverture, vraiment, il faut être responsable, donc il faut respecter le principe, donc vraiment d'indépendance. Et qui parle d'élection, parle de pluralisme de candidats. Et par conséquent, dans la couverture, il faut respecter les principes qui régissent la couverture médiatique des élections. Notamment, il y a l'équilibre à un certain moment, il y a l'équité et dans certains cas même l'égalité. Que vous soyez partisan ou non, dans la couverture, il faut faire preuve de responsabilité, donc vraiment en respectant ces principes dans la couverture. Ça, donc là, il faut vraiment veiller au respect de l'équilibre. Il faut veiller donc vraiment au respect donc vraiment des principes d'égalité ou bien d'équité selon le cas. Par exemple, donc dans certains cas, on dit que c'est l'audiovisuel du secteur public qui respecte le principe d'égalité stricte. Pour les autres médias, on parle d'équilibre ou bien d'équité. Et ça, donc là, et véritablement, il faut, dans la couverture, penser à être cela. Pourquoi c'est important? Parce que la période électorale est très sensible. Donc, en raison de cette sensibilité, une mauvaise couverture de l'élection, une couverture partisane de l'élection peut avoir des conséquences. Monsieur le ministre de la Communication l'a dit, n'est-ce pas? Donc là, si on ne couvre pas bien les élections, si on est partisan, si on vraiment fait dans la passion, si on ne respecte pas donc vraiment les principes qui nous régissent, là, on risque vraiment d'être le problème du pays. C'est très important. Ça, donc là, ce qui fait que même dans la manière de couvrir, il y a l'élément responsabilité sociale qui intervient encore. Ça, donc là, il faut véritablement considérer que il faut être responsable dans la couverture. Je dis toujours, les organes de gestion des élections peuvent tout faire sans aucune faute. Ils vont très bien organiser les élections. Tout le monde, donc vraiment, a participé, les gens ont voté. Mais malheureusement, une mauvaise couverture des médias faire de sorte que tout tombe vraiment, donc et malheureusement, il y a des situations de tension. Parce que il y a vraiment des professionnels des médias qui n'ont pas été responsables, qui ont contribué à brûler le pays, qui ont contribué à créer des situations de tension dans ce pays. Ça, donc là, vraiment, c'est important de prendre en compte cet aspect. Et dans la couverture, il faut veiller toujours au respect des principes d'équité et d'équilibre. Ce qui signifie que
un média ou bien donc une entreprise de presse ne peut d'office dire que je ne vais pas couvrir une telle personne. Ce n'est pas possible. Un professionnel des médias, une entreprise de presse, ne peut pas dire, donc là, que j'ai des difficultés, parce que c'est là où on va parler des contraintes économiques, mais également des pressions. J'ai des difficultés pour mettre derrière chaque candidat une équipe. Là, je vais mettre, donc vraiment, je vais suivre tel candidat ou bien laisser les autres. Monsieur le docteur l'a dit, une élection, donc vraiment, encore une fois, ça se prépare. Et là, je dis que même pour les médias privés, effectivement, ils n'ont pas souvent toujours les moyens. Mais il s'agit, si on veut respecter les principes, il s'agit d'avoir une bonne organisation. Moustapha l'a dit la dernière fois, par exemple, lors des élections législatives passées, il y avait 41 listes. Aucun média privé ne peut dire je vais mettre derrière chaque liste une équipe de reportage. Mais il s'agit de bien s'organiser. En quoi faisant, par exemple, au Sénégal, les grands groupes de médias ont des correspondants dans toutes les localités ou bien dans tous les départements. N'est-ce pas? Donc là, vraiment, avec cette organisation-là, vous laissez les correspondants rester dans leur localité et chaque fois qu'un candidat vienne, ou bien que des candidats viennent, ils couvrent et ils envoient de ça et tout est centralisé. Vous respectez le principe d'équilibre et d'équité. C'est très important, donc vraiment de veiller à véritablement respecter ces principes. Ensuite, vient les contraintes, bien sûr, notamment politiques et autres. Je dis souvent que certains médias, notamment les médias privés, n'ont pas les moyens de mettre derrière chaque liste ou bien chaque candidat une équipe. Souvent, il y a des journalistes qu'on appelle les journalistes embarqués. C'est-à-dire, effectivement, vous n'avez pas les moyens. Là, vous dites, donc là, je vous laisse, vous êtes à la disposition de l'équipe de campagne ou bien à la disposition vraiment du camp, ce qui fait que c'est eux qui vous transportent, qui vous donnent à manger, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais même s'il y a cette situation, il faut toujours dire que vous êtes journaliste. Effectivement, on peut être vraiment donc avec l'équipe chaque jour, mais ça ne nous empêche pas d'être indépendants, de faire bien notre travail. Ça, donc là, même les journalistes embarqués doivent véritablement jouer le rôle de journaliste et respecter donc vraiment l'équilibre, le traitement, mais également surtout éviter dans la relation qu'ils vont faire, donc vraiment de la couverture, de manifester qu'ils sont partisans. Il faut éviter ça. La modération du ton est important même. Il faut faire très attention. Ensuite, vient la responsabilité. Parce que, comme je dis, une mauvaise couverture d'une élection peut entraîner des tensions dans un pays. Et ça montre que vraiment, les professionnels des médias qui sont dans la couverture ont une responsabilité dans la stabilité du pays. Ont une responsabilité dans la stabilité du pays. Donc, ce qui fait que, effectivement, dans la couverture, il leur est interdit de diffuser des contenus qui incitent à la violence. Il leur est interdit de diffuser des contenus qui incitent à l'intolérance. Il leur est interdit de diffuser des contenus qui sont source de tension ou bien qui exacerbent les tensions s'il y en a. Effectivement, vous pouvez même assister à des scènes de tension. Vous, en toute responsabilité, vous dites non, je ne vais pas relater ces situations de tension-là à l'extrême. Ce que vous le faites, vous exacerbez la situation et malheureusement, donc là, vous n'êtes pas très responsable. Ensuite, pour terminer, peut-être, madame, je pense qu'on est toujours dans le timing. Dans la responsabilité, toujours. Il y a de ces mêmes éléments. Si vous ne respectez pas, vous pouvez même être amené devant les juridictions. Dans la couverture. Par exemple, si c'est pas responsable, là, vous pouvez être emprisonné. Je donne deux exemples. Un premier exemple, vous assistez à des situations de tension. Ou bien, donc, là, vous apeurez même la population. Au point d'amener même la population à dire, je ne vais pas aller voter. Là, c'est une irresponsabilité énorme de la part, donc, de la personne qui fait ça. C'est ça, donc là, et si vous diffusez particulièrement, si c'est sur la base de fausses nouvelles, là, forcément, vous allez aller en prison. Ça, donc là, il faut faire très attention dans la couverture. Ensuite, la phase sensible de proclamation des résultats. C'est la phase la plus sensible en réalité de proclamation des résultats.
De ce point de vue, il faut être très professionnel. Il faut d'abord savoir quel résultat donner. C'est important. Parce que tout le monde ne peut pas vous donner des résultats et sur cette base, vous publiez ces résultats-là. Dans tous nos pays, il y a des sources habilitées. Il y a des instances habilitées qui pourraient donner donc les résultats. Tant que vous n'avez pas ces résultats, des personnes ou bien des structures habilitées, faites très attention, ne donnez pas ces genres de résultats parce qu'en période électorale, il y a trop de manipulation. Nous tous, nous avons assisté donc dans nos différents pays, par exemple, à l'issue d'une élection, chaque personne dit que c'est moi qui suis le vainqueur. On sait que tout le monde ne peut pas être vainqueur, mais quand même c'est la manipulation et autres. Ça donc là, faites très attention dans la phase de proclamation des résultats parce que il y a de la manipulation. Ensuite, je dis même nous quand on est devant les journalistes, on leur dit même le président d'un bureau de vote n'est pas une source pour vous. Parce que le code électoral au Sénégal dit on donne les résultats seulement après que le PV est affiché, par exemple, donc sur à la porte. Vous pouvez donc là, par exemple, vous dites non, je suis ami avec le président ou bien la présidente du bureau. Je vais demander à ce qu'il me donne le résultat. Il vous donne ce résultat, vous publiez ce résultat, c'est irresponsable. Parce que ce président peut être partisan. Il peut vous donner de faux résultats. Et là, sur cette base, donc là, vous allez relayer de faux résultats. Ce n'est pas bon. Ensuite, tirez l'attention. C'est très important aussi. Évitez de faire dans des conclusions hâtives. Exemple, vous faites le tour des différents bureaux de, par exemple, du Bidjan. Vous voyez que, par exemple, c'est tel qui a gagné tel centre. Vous dites que tel centre est le centre témoin le plus grand. Là, à partir de cela, donc là, vous allez même, parce que vous avez, à supposer même que vous disposez de l'ensemble des PV, je dis, évitez de donner des résultats après avoir calculé seulement, parce que vous êtes très fort en mathématiques. Par exemple, vous dites, j'ai l'ensemble des PV, je suis sûr que j'ai l'ensemble des PV, je vais donner les résultats avant les structures. C'est très risqué. Parce que, très risqué. Pourquoi c'est risqué? Parce que vous pouvez donner des résultats, tout le monde dit que c'est tel qui a gagné, parce que vous, déjà, avec témérité, avant même de commencer, vous dites qu'on a l'ensemble des résultats et on vous donne vraiment le vainqueur. Vous donnez ces résultats, les gens disent que c'est tel qui a gagné. Les structures habilitées viennent et donnent le contraire. C'est très possible. Pourquoi? Par exemple, au Sénégal, dans le code électoral, il est dit que les résultats, par exemple, au niveau des départements, c'est-à-dire ce sont des résultats qui sont donnés par les commissions départementales de recensement des votes. Un journaliste peut avoir l'ensemble des PV du département et, par exemple, sur cette base, il dit je vais donner les résultats de tel département. La commission départementale revient pour donner des résultats qui sont le contraire. Pourquoi? Parce que le code électoral au Sénégal dit que les commissions départementales de recensement des votes peuvent procéder à des rectifications parce qu'il peut y avoir des erreurs. Par exemple, vous avez les votants, ainsi de suite, on met ça, par exemple, le nombre de suffrages valablement exprimés, c'est 200. Par exemple, au moment de reporter, on dit que, par exemple, c'était 300. C'est une erreur. N'est-ce pas? Donc là, par exemple, la commission départementale peut corriger sur cette base, donc là, donner des résultats autres et donc là, qui pourront véritablement entraîner des situations de tension. Évitez cela et surtout, pour les résultats définitifs, n'allez pas plus vite que la musique. N'est-ce pas? Donc là, encore une fois, il y a des structures qui sont habilitées. Attendez d'avoir les résultats avant de pouvoir les publier. Et vraiment, c'était sur ces quelques mots d'ouverture, en attirant l'attention sur la sensibilité encore de l'élection présidentielle, et vous dire que vraiment, encore une fois, vous avez un énorme travail à faire parce que vous êtes les professionnels des médias et moi, je dis que dans un processus électoral, il n'y a pas plus important que les professionnels des médias, que les médias. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci à Monsieur Sall. Merci d'avoir rappelé l'importance du journaliste. Il n'y a pas d'élection sans journaliste. Ça, c'est bien de le rappeler parce qu'on a l'impression de croire que il n'y a que des candidats qui font des élections. Il n'y a pas d'élection sans journaliste, ce qui impose
une réelle préparation des rédactions pour la couverture des élections, notamment donc pour de l'élection présidentielle. Il a donc décortiqué le thème central à partir de 5 axes. L'indépendance relève de la volonté des journalistes ou d'une exigence journalistique. Les exigences déontologiques relèvent d'une exigence journalistique. La responsabilité sociale est aussi une exigence journalistique. Alors, les deux autres axes peuvent être donc supportables. Il s'agit donc des pressions politiques. Comme on dit si bien, on peut faire avec, on doit pouvoir faire avec. Et les contraintes économiques aussi, il faut donc pouvoir donc affronter ces éléments extérieurs qui ne doivent pas forcément exercer des pressions au point de faire perdre le sens d'une profession capitale, centrale et importante. Savoir donc rester indépendant en toute situation. Savoir donc appliquer les règles d'éthique et de déontologie, c'est ce qui fait le métier. Et puis, ne pas oublier qu'en période électorale, la responsabilité du journaliste est encore accrue, surtout la responsabilité sociale. Il s'agit donc pour le journaliste de ne pas prendre la place des instances qui organisent les élections et donc des sources qui doivent fournir les résultats, surtout au moment de la proclamation des résultats. Donc, éviter d'être manipulé et éviter les conclusions donc hâtives. Dans les principes qui fondent donc les exigences professionnelles, le journaliste doit se souvenir qu'en période électorale, mais surtout en toute période, mais encore plus en période électorale, il doit être capable de respecter trois principes fondamentaux. Les principes d'équilibre, d'équité et d'égalité. Face à la contrainte économique, on doit pouvoir accepter d'être un journaliste embarqué. Bon, là, la question qui va se poser, c'est comment on peut être embarqué, nourri, transporté par un candidat et garder une neutralité. Bon, on en parlera dans les échanges, mais enfin, c'est une proposition, c'est une piste. Soit que nous sommes tous un peu plus ou moins embarqués, ça pose un vrai problème d'éthique, l'embarquement. Mais bon, on en parlera. À ce stade, puisqu'il s'agit d'échanges et de partage d'expérience, je vais arrêter là le résumé de ce qu'ont dit donc nos deux intervenants qui ont juste planté le décor et m'aligner sur le programme de ce panel et rappeler que nous allons maintenant avoir droit à une diffusion de séquences vidéo avec quelques responsables donc de médias en Côte d'Ivoire. Si la technique est prête, je vais donc prendre la place du maître des cérémonies et demander qu'on lance donc les vidéos et la suite donc des réflexions dans ce panel. Alors, est-ce que pour reprendre nos places, c'est pas très long ou quelques petites portions corporelles pour supporter justement ces vidéos? Je vous prie donc d'écouter quelques patrons de presse, responsables de témoigner et donner leur analyse du sujet. C'est bon? On ne vous gêne pas? On me dit qu'il y aura donc Adama Kone qui est DGA de la SNPC, Fraternité Matin, c'est bien cela. Et qu'il y aura Félix Boni d'Abidjan.net, Vamara Koulibaly, groupe Olympe anciennement. Donc César Etou, journaliste jamais retraité. Eddie P du Nouveau Réveil et puis Yacouba Sangaré. Si vous êtes prêts, vous pouvez donc commencer à lancer cette vidéo qui va donc contribuer à alimenter la réflexion et les échanges. Est-ce qu'on pourrait avoir le son? Marquée par de fortes attentes sociales et politiques, la presse joue un rôle déterminant, informer avec rigueur, garantir préserver la cohésion nationale. C'est dans cet esprit que l'autorité nationale de la presse Madame a la recueilli la ils ont parole de coupé plusieurs les patrons de micros presse pendant invités à partager leur vision. la vidéo. Je peux reprendre la vidéo, s'il vous plaît. Monsieur Allah? Autour du thème, ouverture des élections en toute indépendance.
Dans un contexte électoral marqué par de fortes attentes sociales et politiques, la presse joue un rôle déterminant, informer avec rigueur, garantir l'équilibre du débat public et préserver la cohésion nationale. C'est dans cet esprit que l'autorité nationale de la presse a recueilli la parole de plusieurs patrons de presse, invités à partager leur vision autour du thème « Couverture des élections en toute indépendance, entre pression politique, contraintes économiques, exigences déontologiques et responsabilités sociales. » La première réalité évoquée est celle des pressions politiques, souvent omniprésentes en période électorale. Comment y résister tout en continuant de garantir une information libre et indépendante? Disons qu'il faut rester professionnel dans l'âme. Il faut vraiment rester professionnel. Une fois que vous avez pu respecter les règles de vérification de l'information, vous avez pu face à une situation, observer votre neutralité et que vous ne vous pas comportez comme le porte-voix de certaines positions politiques. Vous êtes sûr que vous allez faire un travail impeccable et vous allez pouvoir échapper donc à certaines pressions. Je pense que nous ici, notre niveau, nous sommes outillés. Et je suis avec des journalistes d'expérience en la matière et je pense que cette période électorale va bien se passer. En tout cas, pour ce qui est de l'information, sinon pour ce qui est des informations venant donc de First News. Mais l'indépendance éditoriale se heurte aussi à une autre difficulté, les contraintes économiques. Dans un environnement fragile, comment assurer une couverture de qualité tout en préservant la viabilité des entreprises de presse? On est sailli par beaucoup de sollicitations auxquelles on ne peut pas toujours faire face. Donc, à Abidjan, on a, par exemple, 12 journalistes dans notre rédaction. Donc, on répartit les équipes selon les différentes communes en fonction de leur lieu d'habitation pour éviter des longues distances pour que les gens puissent couvrir. On a aussi un réseau d'une dizaine de correspondants à travers le pays. Maintenant, les localités où on n'a pas de correspondants, on demande au service de communication du cadre ou du ministre concerné de nous envoyer un mémo sur les différentes activités. Il y a aussi la pression économique pendant la campagne. Vous savez, c'est pendant la campagne aussi. Donc, il y a des gens qui essaient de donner un peu d'argent aussi pour solliciter un peu la sympathie des journalistes, pour que les journalistes couvrent davantage toutes leurs activités. Bon, mais moi, je considère pas ça comme une pression, je considère ça plutôt comme une opération de séduction, juste pendant la période. Mais tout ça ne doit pas être devenu l'essentiel aux journalistes, c'est de respecter le code d'éthique et de déontologie. Déjà, on a 22 devoirs pour les journalistes et 10 droits, pour les journalistes. Donc, ça veut dire que notre responsabilité est plus grande pendant cette période électorale. Donc, c'est de rester fidèle aux faits. Même si on est un journal qui est marqué politiquement, on peut être très professionnel. La presse est pratiquement une industrie dont il faut financer dès le départ le déficit. Parce que quand vous vous engagez dans ce métier, dans cette activité, vous n'avez pas toujours un retour. Le financement classique, c'est 80% des ressources à travers le commercial, donc à travers la publicité, et 20% de vente. Or, pour avoir les 80%, il faut être fiable, il faut être crédible. Et cette période où on arrive à avoir la crédibilité met du temps. Ça peut durer 3 mois, ça peut durer 1 an et tout pour que les annonceurs se rendent compte que vous êtes une presse crédible et à qui on peut confier l'annonce, les éléments à vendre en termes publicitaires. Face à ces défis, un principe demeure incontournable, l'éthique et la déontologie. Ce socle constitue la véritable garantie de crédibilité de la presse. En période électorale, nous mettons un accent tout particulier sur le respect de l'éthique et de la déontologie des journalistes. Notre objectif, c'est de préserver l'unité nationale et la cohésion sociale. À ce titre, nous avons sensibilisé tous les journalistes. Tous nos journalistes qui travaillent dans notre rédaction ont été formés et sensibilisés sur ces vertus. Alors, lorsque le journaliste va en reportage, il met l'accent sur les faits, et rien que les faits. Parce que nous n'avons pas le temps
de commentaires. La période électorale n'est pas longue. Nous avons 2 semaines de campagne pour la présidentielle et à chaque candidat, nous affectons un journaliste. Et les règles du respect de l'éthique et de l'anthologie sont très importantes pour nous. Et chaque journaliste doit faire en sorte que le papier ne renferme pas de commentaires. Et l'article va mettre en évidence rien que le fait. Et en tenant compte de la préservation de la sociale et de l'unité nationale. Mais informer ne suffit pas. Les médias portent aussi une responsabilité sociale, contribuer à apaiser le climat électoral, prévenir les tensions et accompagner le processus démocratique. Les discours de haine, en général, on ne relaie pas les discours de haine. Ça peut être un mécontentement qu'un candidat ou les représentants d'un candidat peuvent exprimer par rapport à une éventuelle irrégularité qu'il a observée dans un bureau de vote où souvent ils te diront l'encre ne marche pas, ils ont fait voter quelqu'un, où il y a eu convoyage électoral. On va vérifier ces faits-là de nous-mêmes. Enfin, au-delà des contraintes se dessine une perspective, bâtir un journalisme politique crédible, indépendant et respectueux des citoyens. En termes d'expérience liée à l'élection présidentielle, nous avons vécu ici une scène qui me restera gravée dans la mémoire, une scène que je regarde avec beaucoup d'émotions. C'était un après-midi, dans nos locaux, nous avons été envahis par des jeunes. La raison fondamentale, jusque-là, j'ai des difficultés à trouver les mots pour m'expliquer. Ils disent qu'ils ont organisé une activité, que nous avons rendu compte, mais malheureusement, le papier n'est pas passé. Le papier n'a pas été diffusé dans le journal. Donc, ils sont ramassés, ils ont envahi nos locaux. Je vous l'assure, ils nous ont tabassés. Certains de mes collègues ont été tabassés, ils ont reçu des coups, certains ont été blessés. Et cette scène me marque jusqu'à ce jour. Parce que n'eût été peut-être Dieu, n'eût été peut-être la main divine, quelque chose de déplorable, de grave, pouvait arriver ce jour. C'est des choses qu'on ne pourrait pas vivre dans une rédaction, surtout en une période sensible, une période électorale. Moi, physiquement, je n'ai jamais été agressé dans l'exercice de ma profession. Mais l'expérience que je retiens et qui est agréable pour moi, c'est d'avoir été pris au bonnet à la suite de ce qu'on a appelé en Côte d'Ivoire ici, le boycott actif. Je vous rappelle que c'était en 95, il y a eu des émeutes dans la région du Gagnois, entre autochtones d'été et allodiennes baoulés. La tension était telle que aucun journaliste ne voulait aller sur le terrain pour vérifier ce qui se passe. Moi, je suis allé et j'ai pu fréquenter les 2 camps qui étaient en palabre. On m'a accepté en tant que journaliste et on m'a parlé. L'article a permis d'avoir ce qu'on a appelé mon pied bonnet à moi en période électorale. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a pris l'abonnement à la violence, surtout pendant l'élection présidentielle, le journaliste doit être sur le terrain. Il doit pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on lui dit. À Gagnois, on m'avait dit, ah oui, les BT sont allés attaquer le baoulé, et puis, il y a eu des morts. En vérité, il ne s'est rien passé mais il fallait que je sois sur le terrain pour découvrir que le premier mort qui a été enregistré, c'est un mort accidentel. L'ANP pour l'émergence d'une presse nationale indépendante, professionnelle, responsable et crédible. Merci. Merci beaucoup. Nous venons donc d'entendre quelques responsables de rédaction. Nous avons entendu le directeur de publication de Soir Info, l'Inter, le secrétaire général de Le Patriote. Nous avons entendu le directeur général adjoint et directeur de développement des rédactions de Fraternité Matin. Nous avons entendu une responsable de Alerte Info, l'Unité Côte d'Ivoire, La Voix Originale, Le Nouveau Réveil,
qui a été donc ici représenté par Paul Kofi et non Eddie Payé comme initialement annoncé. Voici donc quelques analyses qui ont été donc faites par des responsables donc de rédaction en ce qui concerne donc le sujet en lien donc avec ce panel. Je vais laisser nos panélistes commenter, garder les miens pour moi, le temps de les entendre parler, puisque ce sont à eux donc tâche de commenter ce qu'ils ont entendu. Vamara, rester professionnel, rester neutre, ne pas être le porte-voix des politiques. Quant aux contraintes économiques, j'ai entendu quelques souris assez éclatantes ici. Donc, lorsque Yacouba Sangaré a parlé d'opération de séduction, en même temps qu'il parle de financement, donc, par les candidats à certaines rédactions. Chronométré. Pardon, excusez-moi. Mais n'empêche, il dit qu'il est possible d'être à la fois partisan et rester fidèle donc aux faits. Alors, la publicité pourrait soutenir donc le financement pour aider à faire face aux contraintes économiques, disait donc le DGA de Fraternité Matin. Et en même temps, il s'agit pour Nado Dapa de faire en sorte que les journalistes contribuent à préserver l'unité nationale. La formation donc devient un élément crucial pour aider les journalistes à comprendre donc les enjeux de ce métier. Alors, ils réussissent au niveau donc Unité Côte d'Ivoire à affecter un journaliste à chaque candidat. Est-ce que de là, on ne glisse pas un peu plus vers la communication? Mais enfin, vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà. Donc, tout vérifier. Et puis, la question de la violence aussi, qui est une question qui est revenue à plusieurs reprises. La place de la violence ou alors la menace qui peut peser sur les journalistes donc en période électorale. Donc, messieurs les panélistes, vous avez donc la parole. Docteur Alfred Amoussa, je vous laisse en premier donc le micro. Si prenez le mien, le vôtre. C'est bon. Voilà, allez-y. Merci beaucoup. Quelques commentaires, vous avez 5 minutes. Bon, je pense que les différentes interventions sont dignes d'intérêt et mises ensemble devraient pouvoir donner une feuille de route qui permette à chaque rédaction de pouvoir s'en sortir. Alors, un papier qui n'a pas été publié, c'est-à-dire une couverture qui a été faite, et puis on se rend compte que ça n'a pas donné une publication liée à une publication. Mais si les gens ont eu la force de venir attaquer la rédaction ou investir la rédaction, c'est bien parce que quelque part, on a pu donner une enveloppe aux reporters. Et ça, c'est le problème généralement qui se pose. Or, le reporter qui va sur le terrain n'engage pas, de ce point de vue-là, sa rédaction. Si tu arrives avec un article qui n'est pas digne d'intérêt, si tu arrives avec un article qui, d'ailleurs, est dépassé parce que dans une période électorale, il y a une foultitude d'informations qui arrivent, une foultitude d'articles qui arrivent, et à un moment donné, dans une rédaction sérieuse, on fait une sélection. Donc, si tu as perçu une enveloppe et que ton article n'est pas passé, bon, bien entendu, ceux qui t'ont donné cette enveloppe-là, et qui disent toujours, non, tu as un ami, non, c'est pas grave, tu n'as pas demandé, c'est ceux-là qui sont les premiers à venir montrer à la rédaction, justement, que on t'a donné une enveloppe. Donc, c'est pour ça que quand on va en reportage, il faut se donner les moyens d'envoyer une équipe. Il faut pas laisser le rédacteur aller tout seul, il quitte chez lui, il regarde où est-ce qu'il y a quelque chose, une activité, et puis il va. Non, non, non. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit envoyé par sa rédaction, et si la rédaction l'envoie, lui donne les moyens de faire sa couverture et de revenir à la rédaction. Et je pense que c'est important. Celui qui veut payer un espace, mais il vient s'adresser à la rédaction commerciale, à la direction commerciale, il paye son espace, il paye l'endroit où il veut que l'article passe ou la publication passe. Mais sinon, il faut pas faire de mélange de genre. Voilà. On paye un article, sous-entendu. Or, un article, c'est pas fait pour être payé. C'est un espace commercial qu'on paye. C'est une publicité qu'on paye. Mais on ne paye pas un article. Donc, chers amis, vous êtes responsable de rédaction politique, vous êtes directeur de publication et j'espère qu'ils sont tous là. Il faudrait que de ce côté-là, nous puissions être bien organisés. Actuellement, nous savons le nombre de candidats.
Actuellement, on sait à quel moment la campagne électorale commence. Alors, il faudrait qu'avec les organisations professionnelles des médias, je pense au GEPSI, Groupement des éditeurs de presse, je pense à l'UNJCI. Au niveau de l'audiovisuel, je n'ai pas connaissance encore qu'il y ait une organisation de ce genre-là qui soit mise en place, mais en tout cas, il faudra faire en sorte à rencontrer les états-majors des candidats qui sont connus. Et ils sont connus, et je ne crois pas qu'il y ait d'autres candidats encore. Donc, il faut rencontrer les états-majors, les organisations professionnelles, les responsables de rédaction, se mettre ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire ensemble. Rencontrer les états-majors. Question de leur dire comment les choses vont se gérer, de leur dire c'est qui votre directeur de campagne, qui votre directeur de communication, et que les rédactions puissent partir de cette rencontre-là avec les adresses des uns des autres. Chaque rédaction devait pouvoir avoir au moins 3 contacts de chacun des candidats, de sorte qu'à un moment donné, il est facilité d'appeler telle ou telle autre personne, etc. Demandez également à ces états-majors de communiquer leur calendrier de meeting. Et ça paraît important. Donc, Donc, est-ce qu'on peut garder ça pour les recommandations? Oui, mais je Si le vous dis en avez fait même les temps, commentaires puisque avec... je ne sais pas s'il y a un espace de Oui, recommandation. il est prévu un espace de recommandation. Là, nous sommes sur les commentaires de ce qui a été dit donc dans les vidéos. Oui, ce que je dis, c'est que ce qu'ils ont dit dans l'ensemble, je pense que quand on met en bout en bout, je pense que c'est digne d'intérêt. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez des recommandations, donc on va peut-être revenir au moment des recommandations. Ben, s'il y a un espace de recommandation. C'est tout à fait. Hein, voilà. Tout à fait. OK. Merci beaucoup. Merci de me permettre de garder la cohérence de notre panel. Merci beaucoup. Monsieur Sall, Voilà. quelques commentaires? Vraiment, je trouve que les interventions ont été très pertinentes, hein, n'est-ce pas? Donc là, ils ont parlé des différents points qui concernent la thématique, ou bien donc vraiment le thème du panel. Peut-être juste revenir sur un point, quand il est dit, il faut toujours vérifier, il faut être sûr que l'information donc vraiment est vraie. Là, je dis que en période électorale, ce ne sont pas toutes les informations qu'on diffuse. Encore une fois, vous pouvez faire toutes les vérifications, c'est une information vraie. Mais si, par exemple, la diffusion peut constituer une menace sur la stabilité publique, donc c'est la responsabilité qui doit donc vraiment primer sur vraiment donc la témérité qui dit que moi je suis quelqu'un qui a fait les vérifications, je vais diffuser. Parce qu'encore une fois, les professionnels des médias en période électorale ont une grande responsabilité dans la stabilité, dans la cohésion jusqu'à la proclamation des résultats. Également, je pense, dans les différentes interventions, il y a les contraintes économiques qui sont revenues. J'ai entendu effectivement monsieur, bon, j'ai oublié son nom, mais il dit qu'effectivement, ils ont des agents, n'est-ce pas, mais ça ne couvre pas tout le pays. Et sur certains points, par exemple, ils vont donc s'en ouvrir, par exemple, aux offices de la communication, je sais pas. Bon, moi, je pense que dans ce cadre, il faut même pour la presse écrite, pour la presse privée, penser à une mutualisation des forces. Parce que c'est très important. J'avais dit, tout est question d'organisation. Par exemple, au Sénégal, là, vous le savez, donc là, souvent, quand il y a une élection présidentielle, avant la fin de la nuit, on connaît qui est le prochain président. Parce que effectivement, les médias font un excellent travail en donnant les résultats. Et là, dans ce cadre, nous, quand on fait des ateliers de sensibilisation, on leur conseille donc vraiment de faire dans la mutualisation, mais surtout de veiller toujours à donner des résultats, vérifier des résultats qui sont des résultats exacts. Et là, dans ce cadre, eux, ils disent que entre eux, par exemple, vous êtes dans une région, vous n'avez pas la possibilité d'être dans les 3 ou 4 départements de la région. Là, vous partagez la région. Maintenant, ils vont signer une charte entre eux. Parce qu'il faut vraiment faire confiance à l'autre. Et là, s'ils signent une charte, dans laquelle charte ils disent que tout ce qu'ils vont donner comme information, ce seront donc vraiment des informations issues des PV. Là, entre eux, donc là, ils vont faire la mutualisation, ce qui fait que, par exemple, Moustapha
Walf va appeler, par exemple, son correspondant à Sédhiou. Là, il pourra donner les résultats de l'ensemble de la région parce que il a travaillé avec d'autres. Donc là, je pense que c'est une question d'organisation. Il faut penser à le faire. Et c'est très possible pour les médias privés, effectivement, de faire une bonne couverture également. Merci encore. Merci beaucoup. Donc, on arrive aux recommandations. Donc, monsieur le docteur, vous parlez donc de mutualisation avec les OPM. Oui. Bon, c'est par rapport à ce qu'il vient de dire. Je pense que l'agence, enfin, l'organe qui est le plus assis sur toutes les régions, c'est l'agence ivoirienne de presse en Côte d'Ivoire. Alors, il y a que quelquefois ces informations sont reprises par certaines rédactions sans que ce ne soit suivi de signature. Et de presse s'en plaît. On prend ton information et on fait passer pour sa propre information, travailler, etc. Alors que, bon, c'est pas de toi l'information. Donc, il faut attribuer à chaque rédaction sa responsabilité à travers la signature. Et en général, c'est l'AIP qui fait une couverture totale du territoire national. Merci beaucoup. La question de l'honnêteté intellectuelle, donc, qui est une exigence professionnelle. La source doit être connue et donc référencée. Monsieur le président de l'ANP, Madame la ministre, vous voulez partir? Vous êtes encore là? Vous voulez partir? Vous voulez peut-être dire un mot avant de partir? Un commentaire global? Ce que les panélistes ont dit, sur ce que les vidéos nous ont montré à savoir? Merci. On ne peut pas vous laisser partir comme ça. Vous êtes trop brillante pour vous échapper. Disons que je suis une ancienne et je suis très heureuse de voir non pas les difficultés, mais les méthodes que vous mettez pour essayer de faire en sorte que la presse écrite, qui est la plus malmenée de toutes les presses, puisse continuer à vivre. L'audiovisuel, puisque moi je suis plus audiovisuel que presse écrite, connaît aussi beaucoup de difficultés. Cette période électorale, évidemment, est vraiment très difficile pour toutes les presses. Et j'ai souvenir, moi, quand j'ai dirigé la télévision, la RTI, je vous dirai pas en quelle année, d'abord parce que je suis fâchée avec les dates depuis un moment, mais ça fait longtemps. C'est vrai qu'il y avait un gros problème dans le sens où toute la rédaction, comment vous avez défini les personnes qui sont séduites, qui se laissent aller à embarquer. Voilà, exactement. Nous avions à l'époque une rédaction entièrement embarquée. Et pourquoi? Tout simplement parce que, disons que la responsabilité de la direction avait complètement ignoré ce problème et on ne s'occupait pas ni de transporter les journalistes, on ne s'occupait pas de savoir lorsqu'ils partaient en reportage s'ils mangeaient. Il fallait bien qu'ils se confient à quelqu'un. À partir du moment où vous vous laissez séduire ou vous vous confiez à quelqu'un, et obligatoirement cette personne a une pression sur vous et elle est en droit d'exiger que vous fassiez ce qu'elle entend vous faire dire, que ce soit par la presse écrite ou par la presse audiovisuelle. Et je m'aperçois malheureusement que c'est quand même cet embarquement existe toujours. Évidemment, vous avez, monsieur, parlé beaucoup de la presse privée. Nous avons une presse encore très partisane. Bien sûr, les instituts de formation apprennent qu'il faut séparer le commentaire des faits. Le commentaire, normalement, c'est lui qui détermine la position. L'éditorial détermine la position politique. Donc, dans l'idéal, vous avez le commentaire, les éditoriaux, etc. Et puis les faits. Ça ne se passe pas comme ça. La pression est faite de telle façon que les éditoriaux et tous
les articles sont accompagnés de commentaires. Et c'est là, je veux dire, où c'est difficile pour le journaliste, c'est difficile, mais vos formateurs ont raison d'oublier, d'insister sur le fait que notre réponse ne peut être qu'une réponse éthique, elle ne peut être qu'une réponse professionnelle. Si nous continuons à nous laisser séduire, eh bien, nous aurons continuellement ces pressions et nous ne pourrons pas nous lever et dire, nous sommes des professionnels, désolé, nous allons maintenant n'écrire ou ne que de l'information vérifiée, parce que c'est ça, je crois, qui est le plus important, c'est de vérifier l'information. Moi, je suis ravie d'avoir participé à ce panel, à ces échanges. Merci, Monsieur le Président, parce que c'est toujours très intéressant et je crois que vraiment, ces jeunes qui vont venir, eh bien, vous leur donnez des armes. C'est à eux de savoir l'utiliser pour faire avancer notre presse, dont nous sommes déjà fiers, mais nous voulons continuer encore à la pousser et à ce qu'elle s'affermisse et que nous continuions à être de plus en plus fiers. Merci. Madame la ministre, Merci. avant que vous ne partiez, est-ce que vous aurez un ou deux conseils en forme de recommandation à partager à la fois à celle... Je vais laisser ça aux spécialistes parce que là, vous me vieillissez C'est trop. entendu. Alors, hein. Oui. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre prise de parole. Nous allons l'accompagner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est pas la peine. Alors, très bien. À ce stade, nous allons donc rentrer dans une étape suivante, c'est des échanges avec donc celles et ceux qui voudraient prendre la parole et poser des questions donc à nos panélistes. Mais avant, permettez que je m'autorise donc une petite faveur, celle d'inviter un invité de l'ANP à prendre la parole, partager en quelques minutes donc son expérience de journaliste venu. Il est journaliste de renom, il a travaillé sur diverses actions. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Peuple sénégalais, principalement au moment donc des élections. Cette télé qu'il dirige, toujours, selon ce qui m'a été donné donc de voir et donc de vous lire, a toujours su défendre le droit des Sénégalais à l'information. Ses analyses sur des sujets aussi divers que le naufrage du Roland, l'évolution des médias au Sénégal, le troisième mandat de Macky Sall, sa succession, l'affaire Suite Beauté et les perspectives pour Ousmane Sonko et les PASTEF font encore écho au Sénégal et même au-delà. Fort d'une longue expérience sur la couverture électorale, il a partagé plusieurs expériences, notamment la coupure du signal de Walf par l'ancien régime pendant les dernières élections ou pendant la dernière élection présidentielle et la manière dont ces chaînes de télé a réussi donc à se remettre donc en selle. Monsieur Dia, merci de nous partager quelque peu votre expérience. Merci beaucoup. Bonjour à toute l'assistance. Merci, Sa Majesté. Toutes mes excuses, je suis un peu depuis ce matin. Je suis très heureux d'être avec vous et ça, je ne le dis pas pour faire joli. J'avais demandé de venir à Abidjan pour partager notre expérience, mais je dois dire en toute honnêteté que j'ai beaucoup appris ici pendant ces 3 jours que nous avons passé ensemble. Le thème dont on discute aujourd'hui me paraît assez intéressant. Et je voulais insister sur 2 faits. Le premier, c'est l'indépendance. L'indépendance des journalistes. Une élection présidentielle, la campagne de structuration, ça me paraît important
Et nous, pour partager notre expérience, ce que nous avons fait depuis quelques années, c'est qu'on ne met plus d'équipe sur les campagnes. C'est-à-dire, je veux dire qu'on ne met pas de journalistes, d'équipe de reportage à la disposition des candidats. Pourquoi? Parce que nous refusons d'être des journalistes embarqués, comme Matar l'a dit tout à l'heure. Pas que je parle de ça, tel que ce terme, je l'ai lu pour la première fois dans un livre d'un général américain, Colin Powell, ancien secrétaire d'État, qui a dirigé la guerre du Golfe, la tempête du désert. C'est lui qui avait dit que la théorie de l'embedment, c'est comme ça qu'ils appellent ça, les Américains, c'est-à-dire qu'ils avaient mis des journalistes américains dans les chars de combat pour aller attaquer Saddam Hussein. Ce qui fait que les journalistes ne racontent que ce que le commandement, l'armée américaine voulait vraiment qu'il raconte. Nous, à Dakar, ce que nous faisons, en tout cas le groupe Al-Fajiri, dont je dirige la télé et la radio, c'est que pendant la période électorale, on